Bonsoir André Caspi, on est toujours ravi de vous retrouver, grand spécialiste historien des États-Unis. Quelle réaction vous avez eue hier soir quand Trump, dans la nuit, un peu en étonnant son monde, a dit « Eh bien regardez, il va y avoir le 15 août un sommet en Alaska avec Poutine ». Eh bien tout d'abord, l'Alaska tient une place importante dans l'histoire entre les États-Unis et la Russie. Car l'Alaska était un territoire russe jusqu'en 1867. Oui. Et en 1867, les Russes ont vendu l'Alaska aux Américains pour 7 millions de dollars, ce qui n'est pas très cher. Uniquement pour avoir de l'argent à l'époque ? Non, c'était pour embêter les Anglais. Parce que les Anglais étaient très présents dans cette région, et le conflit entre la Russie et la Grande-Bretagne avait été particulièrement aigu au temps de la guerre de Crimée. Donc, depuis déjà bien des années, enfin disons une dizaine d'années, les Russes voulaient vendre l'Alaska. Et les Américains n'ont pas pu l'acheter parce que entre 1860 et 1865, comme vous le savez, les Américains étaient en guerre les uns contre les autres. C'était la guerre de sécession. Et dès que la guerre de sécession s'est terminée, à ce moment-là, les négociations ont repris, et c'est ce qui explique qu'elles aient abouti en 1867, ouais. Mais avec d'un côté le tsar Alexandre II et de l'autre côté le président des États-Unis. Ouais, ça profite à qui un sommet en Alaska, si ce n'est que Poutine, comme il fait l'objet d'un procès à l'international, comme ça va pouvoir se rendre directement là-bas. Oui. Mais ça profite à qui? Plutôt à Trump? C'est une victoire, que ce soit en territoire américain? Ah oui, je pense que c'est une victoire pour Trump, parce que ça veut dire qu'au fond, la négociation se fait sur le sol des États-Unis. Par conséquent, Poutine fait le déplacement. Ce n'est pas un petit déplacement, hein, ce sont des milliers de kilomètres entre Moscou et l'Alaska. Déjà, entre l'Alaska et la rive de la Sibérie, il y a 5000 kilomètres. Alors, si vous y ajoutez toute la Sibérie pour aller jusqu'à Moscou, vous comprenez que... Regardez, 7000 km contre 5500. Oui, bon. Ouais, donc, autrement dit, ça ne veut pas dire non plus que Trump ne fasse pas quelques milliers de kilomètres, parce que l'Alaska, c'est pas la porte à côté. Mais c'est une victoire pour lui. Oui, je pense que c'est déjà, si vous voulez, un signe favorable. Je ne dis pas que c'est une victoire, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, c'est un signe favorable, c'est-à-dire qu'au fond, Poutine se rend sur le territoire américain, et par conséquent, cela veut dire qu'il accorde une signification tout à fait particulière à cette rencontre. Oui. Je précise au passage qu'on ne sait pas encore où elle aura lieu. C'est-à-dire que peut-être que c'est dans la capitale à Anchorage, comme avait lieu d'ailleurs une précédente réunion entre les États-Unis et l'Union soviétique au temps de Biden. Mais peut-être que c'est là, mais peut-être que ça peut être ailleurs. Je vous fais écouter la télé russe la nuit dernière. Allons-y. La date et les lieux de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump ont été fixés. Les présidents russes et américains se rencontreront le 15 août en Alaska. Comme l'a déclaré l'assistant du chef de notre État, Yuri Ushakov, Moscou et Washington consacreront les prochains jours à l'élaboration active et intense des paramètres du dialogue, tant pratique que politique. Selon M. Ushakov, ce sera un processus difficile. L'assistant du président russe a qualifié de logique le choix du lieu de cette rencontre. Voilà, alors logique le choix de la rencontre. On sait aussi que les Russes ont envie de récupérer un jour l'Alaska. C'est pas tellement nouveau. Il y a eu, regardez, un espèce de harcèlement de la part d'avions russes à plusieurs dates. Les avions russes se font un malin plaisir de passer sur la frontière. Ça aussi, c'est pas un peu une idée derrière la tête de Poutine? Écoutez, alors il a peut-être cette idée, parce que moi je ne connais pas bien ce que pense Poutine. Mais d'un autre côté, l'Alaska est un État dans l'Union des États-Unis. Ouais. C'est le 49e État. Donc bon courage pour le récupérer. Oui, alors c'est-à-dire qu'au fond, pour aller très loin, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne n'essaierait pas de récupérer les 13 États fondateurs? Pourquoi la France renoncerait-elle à la Louisiane? À la Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Oui, non, ça, je pense que ce sont des idées en l'air, mais ça ne correspond pas à la réalité. Des idées en l'air, je vous fais réécouter la télé russe. Oui, et écoutez-la. Alors, c'est Soloviev, vous savez, c'est le pamphlétaire de la télé russe, mais pour lui, l'Alaska,
C'est dans l'Empire russe, allons-y. De nombreux habitants en Alaska, descendants d'immigrants russes, connaissent la langue russe et pratiquent le christianisme orthodoxe. Kirill Dmitriev, conseiller du président de la Russie, l'a particulièrement noté. Né en tant qu'Amérique russe avec des racines orthodoxes, des forteresses et un commerce somptueux, l'Alaska entretient toujours ses liens communs, faisant des États-Unis une puissance arctique. Coopérons pour protéger l'environnement, développer les infrastructures et l'énergie dans l'Arctique et au-delà. Jusqu'à présent, les dirigeants de notre pays ne se sont jamais rendus dans cet État américain, que ce soit pendant les années tsaristes, soviétiques ou post-soviétiques. Mais c'est là que le pont aérien entre l'Alaska et la Sibérie a fonctionné, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il rappelle bien qu'ils sont quand même très proches de l'Alaska. Comment vous voyez cette rencontre? Alors, je ne vous demande pas d'être Madame Irma, mais on a l'impression qu'à nouveau, les deux grands, si on peut dire, américains et à l'époque de la guerre froide, c'était les soviétiques, veulent se partager un bout de la planète. C'est-à-dire que Donald Trump, comme vous le savez, n'a pas cessé de réclamer cette rencontre avec Vladimir Poutine. Il l'a menacé de sanctions économiques qui entreraient en vigueur dans les 50 jours. Ça, c'est oublié. Hein. Oui, d'accord, terminé, on n'en parle plus. Le but était quand même de rencontrer Poutine. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'esprit de Donald Trump, les deux grands... Le but, c'était de faire un cessez-le-feu à l'époque. Hein. Oui, si d'ici vendredi, c'est-à-dire hier, vous n'avez pas un cessez-le-feu ou une solution pour la guerre, je fais des sanctions secondaires. Oui, bon. D'accord. Mais ça veut dire qu'au fond, les deux grands sont capables de régler le problème de l'Ukraine. Et alors, ce qui est quand même remarquable dans cette affaire, c'est que les Ukrainiens, dans un premier temps en tout cas, ne sont pas invités à participer à cette réunion. C'est-à-dire qu'on va discuter de l'Ukraine entre Russes et Américains sans les Ukrainiens. Alors, c'est un peu étonnant, mais cela signifie malgré tout que Poutine ne veut pas parler avec les Ukrainiens pour le moment. Et quant à Trump, il estime qu'il parle au nom des Ukrainiens, au nom des Américains, et qu'en conséquence, il a une responsabilité mondiale. Exactement ce qu'il souhaitait avoir. Mais enfin, c'est hallucinant cette histoire. Vous faites pas la paix sans un des participants à la guerre. On comprend mal. Oui, mais Trump a répondu à cette objection en disant « Juste après, je rencontrerai les Ukrainiens. Ouais. Et juste après, j'arriverai à convaincre Poutine qu'il faut une réunion à 3. » Alors, bonne chance, hein, parce que pour l'instant, c'est pas du tout dans les intentions de Poutine. Dans les intentions de Poutine, c'est d'annexer le Donbass, éventuellement de mettre la main sur les 4 régions qui sont en bordure méridionale de l'Ukraine, peut-être même la Transnistrie. C'est-à-dire qu'au fond, les ambitions de Poutine, c'est de reconstituer l'Ukraine telle qu'elle existait au temps de l'Union soviétique. Ça n'est certainement pas de soutenir l'indépendance de l'Ukraine et l'indépendance en particulier de Kiev et de Zelensky. Ça n'a pas échappé évidemment à Zelensky. Écoutez le président ukrainien. On va l'avoir dans un instant. En tout cas, ce que je disais, c'était que c'était très clair pour lui. Il n'était pas question d'échanger des territoires. Écoutez-le. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Bon, avec ça, on est bien avancé. Enfin, je veux dire, ils peuvent bien se rencontrer tous les deux en Alaska. C'est une fin de non-recevoir, clair. Oui, c'est même écrit dans la constitution ukrainienne. D'accord, mais d'un autre côté, Zelensky pourrait être succédé par un Ukrainien
un peu moins hostile à la Russie et par conséquent plus favorable à la négociation. D'autant plus que si Vous croyez quoi, à des nouvelles élections en Ukraine? Bien sûr, c'est ce que réclame Poutine. Et d'autre part, sauf erreur, le mandat de Zelensky est achevé depuis déjà quelque temps. Oui, mais donc ça veut dire qu'il doit y avoir de nouvelles élections. Et il est évident que pour Poutine, ces nouvelles élections seront une possibilité pour agir sur la vie politique en Ukraine et obtenir ce qu'il souhaite des Ukrainiens. Tout ça, ce sont des hypothèses, parce que moi, je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Et comme vous le savez, les historiens prévoient le passé, mais jamais l'avenir. Oui. Mais le caractère de Trump, c'est quoi? C'est d'imposer ses vues et c'est de prendre un peu ses désirs pour des réalités. Je veux ça, donc ça va avoir lieu. Non, le caractère de Trump, c'est d'abord, il n'aime pas la guerre, comme chacun sait, c'est-à-dire il aime... Ça, on ne peut pas lui reprocher. Non. Mais il aime la négociation, le deal, c'est-à-dire qu'au fond, on arrive à trouver des solutions de compromis, on s'entend. Voilà. Ça, Trump est avant tout un homme de paix. Bon. Et d'autre part, il constate... De paix ou de deal? Parce que s'il veut la paix, c'est aussi pour faire des affaires. Hein. Oui, d'accord, mais c'est pas la guerre. Absolument. C'est pas la guerre. C'est-à-dire, au fond, c'est le conflit économique, si vous voulez, c'est la concurrence. Mais ça n'est pas la guerre. Donc, la guerre, il n'aime pas ça. Alors, ce qu'il veut, Trump, c'est représenter une certaine idée des relations que pourrait avoir la nouvelle Ukraine avec le reste du monde. Et puis surtout, derrière tout cela, il y a une idée forte de la part de Trump, et je crois qu'on ne le souligne pas assez, c'est qu'il veut détacher la Russie de la Chine. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il voudrait avant tout, c'est obtenir que Poutine comprenne qu'il a un ami du côté de l'Atlantique, et qu'au fond, s'il dépendait un peu moins de Pékin, ça serait mieux pour ses affaires. Bon, alors c'est peut-être une illusion, mais en tout cas, je crois que, grosso modo, même si j'exprime cela d'une manière un peu rudimentaire, je crois que c'est là l'une des ambitions majeures de Donald Trump. Si ça ne se fait pas, si Zelensky va jusqu'au bout et dit non, pas question d'échange de territoire ou quoi que ce soit, il peut s'énerver, Trump. On l'a vu avec Zelensky, cette rencontre surréaliste à la Maison-Blanche avec DJ Vance à côté qui... oui, mais ça c'était le 24 février. Ouais, mais le 24 il accueille Zelensky en lui disant vous êtes bien habillé, vous, parce qu'il est toujours avec son t-shirt. Mais Trump peut être très dur. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'au fond, il sait la force que les États-Unis détiennent. Donc, il peut s'en servir. Et bien entendu, à l'égard de l'Ukraine, il y a un moyen relativement simple qui consiste à fournir des armements ou à cesser de fournir des armements. Ou à les retirer. Voilà. Autrement dit... voire les bloquer, puisque vous savez que tous les armements américains, on peut les bloquer à distance. Il y a aussi, si vous voulez, dans cette affaire, un acteur qui semble être dans les coulisses, mais qui ne tient pas de rôle pour le moment, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait et Macron... regardez ce qu'il dit, Macron. Il dit un accord sans les Ukrainiens, ça n'a pas de sens, et un accord sans l'Europe, ça n'a pas de sens. On va voir ces deux tweets ce soir. Mais on est les dindons de la farce, j'allais dire, l'Europe, dans cette histoire-là. On ne compte pas. Non, on ne compte pas. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont les deux grands... Vous savez, je pense aussi que Trump doit avoir dans l'esprit la rencontre de 1985 entre Gorbatchev et Reagan. Alors, c'est une rencontre qui a échoué. Mais c'est une rencontre qui manifestait en somme la domination des deux super grands. Il n'y a que deux super grands. Les autres, ce sont je ne dis pas des comparses, mais ce sont des alliés, mais des alliés qui n'ont pas la même force, des alliés en somme qui ne peuvent pas être sur le même pied d'égalité que les États-Unis. Je pense que Trump raisonne de cette manière. Il se fiche de l'Europe, Trump ? Je n'ose pas dire qu'il se fiche de l'Europe, mais en tout cas, il considère que l'Europe n'a pas le même rôle que les États-Unis. Les États-Unis, c'est une puissance mondiale. L'Europe est divisée, l'Europe est limitée dans son action. Alors, elle peut tenir un rôle, elle doit même tenir un rôle, mais c'est un rôle secondaire dans l'esprit de Trump, car ce qui compte avant tout, c'est évidemment
ce que désirent, ce qu'obtiennent les États-Unis. Oui, America First, comme toujours. Alors, écoutez-le, Donald Trump, encore une fois, qui prend ses désirs pour des réalités, Zelensky va devoir signer. Zelensky souhaite la paix. À présent, le président Zelensky doit obtenir tout ce dont il a besoin, car il va devoir se préparer à signer quelque chose. Et je pense qu'il travaille d'arrache-pied pour y parvenir. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il est persuadé que Zelensky va signer... C'est-à-dire que Trump est persuadé que Zelensky cédera. Et qu'en tout état de cause, le poids de l'Amérique sera tel que l'Ukraine ne pourra pas résister. C'est l'idée, en somme, qu'il y a, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il y a deux super grands, et que lorsque les super grands ont décidé, les moins grands sont bien obligés de suivre. Voilà. Un rapport de force. Voilà, oui, c'est un rapport de force, mais dans un cadre, si vous voulez, de négociation commerciale. Il ne faut jamais oublier ça. Ouais, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, la puissance économique des États-Unis est telle qu'ils peuvent imposer leur volonté et obtenir les résultats souhaités, quelles que soient en somme les réticences qui se manifestent ici ou là. Alors, je rappelle quand même que la première puissance économique, c'est l'Europe, 450 millions de consommateurs à fort pouvoir d'achat. Oui. Bon, mais c'est 26 pays. Oui, d'accord, c'est ça, c'est le problème. C'est le problème. Cela dit, les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. C'est une puissance qui se manifeste dans tous les domaines. Dans le domaine militaire comme dans le domaine économique. Par conséquent, regardez l'attirance qu'exercent les États-Unis aujourd'hui sur l'ensemble des populations du monde. Vous voyez que c'est quand même le pays le plus puissant et qui a besoin, en somme, d'avoir un partenaire, et un partenaire qui soit efficace, en l'occurrence la Russie. La Russie, je le répète, détachée de la Chine. Ouais. Imaginons que les choses se passent mal. Est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce de scission entre l'Europe et les États-Unis, avec une Europe qui dirait « mais non, c'est absolument inacceptable le plan que vous proposez ». Zelensky a le droit, a raison de dire non. D'ailleurs, nous, on a notre propre plan, on va en parler, mais les Européens sont en train de mettre un plan ensemble au point. Est-ce qu'il peut y avoir un Trump qui dit ça suffit, entre l'Occident, l'Europe et les États-Unis qui se séparent Oui, mais la question c'est de savoir quelle sera l'attitude de Poutine. C'est-à-dire, est-ce que Poutine... Mais Poutine n'attend que ça, non? Oui, bien sûr. Et il a tout intérêt à la division. Mais d'un autre côté, Poutine a tout intérêt à créer une sorte d'entente avec Trump. Il n'a pas un intérêt majeur à avoir des relations très, très étroites avec le reste de l'Europe. Donc, c'est là, si vous voulez, que les choses vont se décider. Et pour l'instant, c'est difficile de savoir comment les choses vont évoluer. Alors, en tout cas, vous le disiez, derrière cet accord possible sur l'Ukraine, il y a le business entre les deux. Écoutez ce que disait Dmitriev. Alors, c'est le conseiller économique, si on peut dire, de Poutine, lui-même formé d'ailleurs aux États-Unis. Écoutez-le. Concernant le sommet entre les dirigeants russes et américains qui devrait avoir lieu, comme nous l'espérons, la semaine prochaine, cet événement pourrait évidemment devenir un moment historique important. Un événement au cours duquel la position de la Russie sera clairement transmise au président Trump. Et nous espérons que ce dialogue se poursuivra de manière encore plus active, y compris dans le domaine économique. Nous constatons que les investissements conjoints, notamment avec des investisseurs américains, par exemple les projets dans l'Arctique, les métaux rares, les projets d'infrastructure peuvent être mutuellement bénéfiques pour la Russie et les États-Unis. Et nous voyons que nous pouvons également développer des investissements conjoints dans des entreprises technologiques et bien d'autres domaines. Vous avez vu devant le portrait d'Ivan le Terrible. On est loin de la diplo, là. On est dans le business complet. L'Arctique, les métaux rares, la technologie. De quoi séduire Trump ? De quoi séduire Trump et de faire oublier en somme les ambitions territoriales de la Russie qui veut reconstituer l'Ukraine telle qu'elle était au temps de l'Union soviétique et mettre la main, en tout cas dans un premier temps, sur un certain nombre de régions
qui ont été conquises ou qui ont été partiellement conquises, parce que toutes ne le sont pas. Ce qui veut dire que il y a là, si vous voulez, une sorte de partie de poker, mais de poker dans laquelle les partenaires ne donnent pas complètement une connaissance de leur jeu, ce qui est normal d'ailleurs au poker. Au poker, on ne dit pas tout de suite ce que l'on a dans ses cartes. Et je crois que de ce côté-là, Poutine est certainement une vedette. Il sait manœuvrer. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'où parviendra-t-il à manœuvrer Donald Trump ? Trump pourrait se faire rouler dans la farine par Poutine ? Parce que c'est pas non plus un perdreau de l'année, Trump. Enfin, non, bien sûr. C'est-à-dire, il sait faire. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, le problème avec Trump, c'est de savoir si il a des buts qui sont bien fixés, et si ces buts sont atteints, à ce moment-là, l'accord est signé. Voilà. Mais André Caspi, vous avez vu des dizaines comme ça de rencontres entre les grands, et d'habitude quand les grands se rencontrent, c'est que derrière il y a eu les sous-fifres, les Sherpas qui ont ficelé un accord et qu'à la limite les leaders viennent pour la photo. Là c'est pas le cas. Ah mais il y a Serge Witkoff. Serge Witkoff, l'envoyé de Donald Trump. Steve Witkoff. Steve Witkoff, c'est l'envoyé de Donald Trump auprès de Poutine, c'est-à-dire qu'il sert en somme de liaison, et c'est lui qui prépare en somme le voyage. Alors, qu'a-t-il préparé véritablement ? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, non, Donald Trump n'arrive pas tout seul. Il a été précédé par l'un de ses associés les plus proches. Associé le plus proche, qui n'est pas un diplomate, qui est un spécialiste de l'immobilier. Et beaucoup disent, des diplomates qu'on voit d'ailleurs sur ce plateau, disent, mais enfin, qu'est-ce que ce type peut venir négocier alors qu'il n'y connaît rien en diplomatie ? Il va se faire balader par Poutine. Du golf. Oui, d'accord. Mais on peut penser que Witkoff, qu'on voit à l'image ici, a surtout parlé business aussi à Poutine. Bien sûr. Il a dit, vous avez tout intérêt à ce qu'on se réconcilie. On va faire ça, après, c'est formidable. Bien entendu. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pour cela que c'est un envoyé particulièrement utile et particulièrement efficace, parce qu'il parle le langage de Trump auprès de Poutine, et un langage que Poutine peut comprendre, tout en envisageant bien entendu des ambitions territoriales qu'il ne dissimule pas. Mais si vous voulez, ambition territoriale, relations économiques, les deux vont ensemble pour Poutine. Et pour Donald Trump, on oublie un peu les ambitions territoriales, on ne retient que les relations économiques qui pourraient en effet prendre un essor considérable s'il y avait un accord sur l'Ukraine. On n'est pas un peu dans une contradiction là, parce que tout le monde dit mais Trump il déteste la guerre, vous avez vu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il les a réconciliés, il va peut-être marcher en Ukraine, mais dans tous les cas de figure, c'est parce que derrière, il y a America First. Oui, il y a America First, et il y a, je le répète encore, il y a aussi la Chine. C'est-à-dire qu'au fond, dans ce qui concerne l'Asie centrale, la Chine est quand même directement concernée. Et en ce qui concerne l'Ukraine, il est évident que ce que souhaite Trump, c'est détacher le plus rapidement possible Poutine de l'appui chinois qui constitue en somme un élément essentiel de la stratégie russe. Je voulais vous montrer ce tweet de la Maison-Blanche, ça vient direct de la Maison-Blanche, la photo, alors c'est un montage évidemment, The Peace President, rien que ça. Vous y croyez à un Trump prix Nobel de la paix ? Donald Trump y croit, ça j'en suis sûr. Mais je crois que c'est peu vraisemblable, d'abord parce que du côté de la Norvège ou de la Suède, c'est-à-dire de ceux qui attribuent le prix Nobel de la paix, il n'y a certainement pas un enthousiasme débordant pour Donald Trump. Mais ce que veut Donald Trump, Obama l'avait eu. Oui, bien sûr. Et donc si Obama l'a eu, pourquoi pas moi ? Voilà le raisonnement de Donald Trump, d'autant plus qu'il estime qu'il est nettement supérieur à Obama si l'on considère les résultats obtenus. Merci beaucoup André Caspi.